Adeptes de la grande toile, bonjour. Si je vous dis comédie britannique, vous allez sans doute penser à Sacré Graal, Hot Fuzz, Voilà c'est gros mythe, peut-être même à un poisson nommé Vanda, Noblesse oblige ou Lady Killers. La liste est longue et les cinéphiles français ont toujours aimé s'enorgueillir d'être sensibles à l'humour so-british. Yoma? Oh, l'humour, c'est merveilleux. Pourtant, un titre manque régulièrement à l'appel. Une comédie absolument culte outre-Manche et même un peu outre-Atlantique, qui apparaît régulièrement dans les listes des meilleurs films britanniques selon Total Film, Empire, ou encore selon le très prestigieux British Film Institute, et pourtant il reste largement inconnu dans nos contrées. Ce film, c'est donc Withnail and I. Sorti en 1987, Withnail and I se passe en 1969 et suit les aventures des deux personnages du titre, Withnail incarné par Richard E. Grant et le narrateur incarné par Paul McGann. Bon alors bien que celui-ci ne soit jamais explicitement nommé dans le film, des fans minutieux ont remarqué qu'une lettre qui lui est adressée indique le nom de Marwood, mais personnellement je préfère continuer à l'appeler le narrateur. Au début du film, nos deux protagonistes sont des aspirants acteurs qui vivent ensemble dans un appartement londonien. Bien plus occupés à ingérer des quantités astronomiques d'alcool et de substances illicites qu'à trouver des rôles, ils végètent dans un appartement de plus en plus insalubre. Victimes d'un vague éclair de lucidité, ou d'une énième lubie éthylique, c'est selon, ils décident subitement qu'ils doivent se mettre au vert afin de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Withnail étant issu d'une riche famille bourgeoise, il rend donc visite à son oncle Monty pour lui emprunter les clés d'un cottage perdu dans la campagne britannique. Mais en bon citadin, ils déchantent très vite lorsqu'ils s'aperçoivent que le cottage n'a pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de provisions, et que les habitants du coin ne sont pas particulièrement accueillants. Bon, il faut dire aussi que Withnail et le narrateur ne sont pas forcément très accommodants non plus. If you don't leave, we'll call the police. Balls. We want the finest wines available to humanity. We want them here and we want them now. C'est donc sur ce postulat assez simple que le scénariste et réalisateur Bruce Robinson va construire son film, et bien plus que d'enchaîner des péripéties, ce qui l'intéresse avant tout, c'est de rendre justice à des personnages et à des situations largement autobiographiques. It's a lesson to all filmmakers everywhere that you don't need a good plot. En effet, l'origine de Withnail and I remonte à la fin des années 60, époque à laquelle Robinson était lui-même un acteur débutant. Il vivait alors dans un appartement de Camden où s'entassaient une quinzaine d'autres artistes amateurs d'alcool et de drogue. Il avait alors décidé de documenter la vie de tout ce petit monde en écrivant un court roman inspiré par la débauche et les excentricités des gens qui l'entouraient. Son ami Vivian McKerrell était ainsi devenu le modèle pour le personnage de Withnail, alors que le narrateur n'était rien d'autre qu'un décalque de Robinson lui-même. 13 million Londoners have to wake up to this. And I'm sitting in this bloody shack and I can't cope with Withnail. I must be out of my mind. Ce roman est alors resté dans les tiroirs de Robinson durant toutes les années 70, celui-ci préférant se consacrer à sa carrière d'acteur. Mais à la fin des années 70, il doit bien se rendre à l'évidence. Malgré quelques rôles chez Franco Zeffirelli, Ken Russell ou François Truffaut, Robinson n'est pas un très bon acteur et sa carrière périclite. I do but keep the peace. Put up thy sword or manage it to part these men with me. Désabusé, il passe alors à l'écriture de scénarios. Après quelques scripts non tournés, il est engagé par le producteur David Putman pour écrire le scénario de La Déchirure, un film de Roland Joffé sur l'arrivée au pouvoir des Khmers rouges. À sa sortie en 1984, le film est un énorme succès critique et son scénario vaut à Robinson un BAFTA et une nomination aux Oscars. Suite à cela, il s'associe avec le producteur Paul Heller pour adapter Withnail and I en un film. Grâce au financement de Handmade Films, la société de production créée par l'ex-Beatles George Harrison pour financer la vie de Brian, le film entre en tournage à l'été 1986. Ce tournage constitue une première expérience à la fois pour son réalisateur, mais également pour ses deux acteurs principaux dont c'est le tout premier rôle au cinéma. Et pour ne rien arranger, le producteur délégué par Handmade Films, Denis O'Brien, n'est absolument pas convaincu par le projet. Il trouve que le scénario manque de moments comiques et considère que l'éclairage des scènes est beaucoup trop sombre et terne pour une comédie. Dès le premier jour de tournage, Robinson est donc obligé de menacer d'abandonner son poste de réalisateur si on ne le laisse pas travailler comme il l'entend. Même si la production finit par céder, le budget de tournage extrêmement restreint traduit le manque de confiance des producteurs, et à la fin du tournage, Bruce Robinson devra même réinvestir un tiers de son salaire pour tourner des scènes que Handmade Films refusera de financer. À sa sortie, le film rencontre un succès très modeste, même si Robinson remporte le prix du meilleur scénario au Evening Standard British Film Awards. Ce n'est qu'avec les années, et notamment avec les multiples rediffusions à la télé, que le film va gagner en notoriété. I'll show the lot of you! I'm gonna be a star! Avec son humour basé sur les personnages et leurs répliques, Withnail and I va se révéler être une source de citations que les fans aiment à se répéter. Et la plus célèbre d'entre elles va pratiquement être élevée au rang de mème.
We've gone on holiday by mistake. Par la même occasion, le film gagne également en respectabilité jusqu'à se retrouver régulièrement cité dans les listes des meilleurs films britanniques. Et en 2008, il est même l'objet d'un essai dans la collection BFI Modern Classic, aux côtés de films comme Blade Runner ou Blue Velvet. Il bénéficie en outre d'une édition DVD dans la collection Criterion en 2001, puis d'une édition Blu-ray chez Arrow Film en 2015. Mais alors, que reste-t-il du film lui-même plus de 30 ans après sa sortie ? Et surtout, comment se présente-t-il aux yeux d'un public français qui, contrairement au public britannique, n'a pas grandi avec ? Là-dessus, disons que ce qui fait le charme de Wisnell and I, c'est précisément ce qui lui donne une place à part parmi les comédies de stoner. Sur le papier, le film respecte les tropes du genre. On y retrouve bien des losers sous l'influence de diverses substances dont les comportements excessifs tranchent avec un environnement et des personnages bien sous tout rapport. Mais ce genre de trope donne en général des films plutôt légers comme Up in Smoke, Michael et Oumakes, Pineapple Express ou même The Big Lebowski. D'ailleurs, lorsque Dana Carvey découvre le film alors qu'il est en train d'écrire le script de Wayne's World 2, il décide d'y ajouter le personnage de Del Preston et demande à l'acteur Ralph Brown de le jouer exactement de la même façon qu'il jouait le dealer Danny dans le film de Bruce Robinson. Listen, Sonny G. Sleeping like this will add 10 years to your life. Here are your aerials. They pick up signals from the cosmos and transmit them directly into the brain. Mais Wisnell and I se distingue radicalement des codes du genre par une forme de mélancolie qui imprègne une bonne partie du film. Pour Robinson, il s'agit avant tout d'un moyen de rendre hommage à son ami Vivian McKerrell et à sa propre vie de bohème. Il s'attache donc à retranscrire la personnalité de son ami et la sienne aussi fidèlement que possible. Grâce à cela, les deux protagonistes ne sont jamais les caricatures unidimensionnelles des films de stoner. Même dans les moments les plus délirants, il y a toujours une forme de pathétique et de conscience de soi qui affleure. Les déclarations grandiloquentes et pompeuses de Whitney en particulier sont nourries par la colère et le désespoir de quelqu'un qui sait qu'il est un raté, et il fallait tout le génie d'un Richard D. Grant pour éviter au personnage de tomber dans le ridicule. Bruce Robinson described this character as a lying, mendacious, cowardly, prancing, posing, utterly charming old darling. So, you go home with that and think, how do I fit all that into, saying one line? Et puisqu'on mentionne le talent de Richard D. Grant, je suis obligé de mentionner la célèbre anecdote sur la préparation du film. À savoir que, contrairement à son personnage, Grant est allergique à l'alcool et ne boit donc jamais. Pour préparer le rôle, Bruce Robinson l'avait donc poussé un soir à boire très rapidement une grande quantité d'alcool, de sorte que l'acteur puisse réellement ressentir les effets de l'ivresse avant que son allergie ne le rende malade. I must have some booze. I demand to have some booze. Mais revenons-en au film, et puisqu'on a évoqué ses qualités, venons-en à ses défauts. En gros, c'est lorsqu'il délaisse l'ambiguïté portée par ses protagonistes que Wisnell and I se plante royalement. Les apparitions de l'oncle Monty en particulier sont aussi problématiques que gênantes. Présenté comme une caricature d'homosexuel maniéré, excentrique et obsédé par les légumes, Monty n'accepte de prêter son cottage que lorsque Wisnell suggère que le narrateur est lui aussi homosexuel et qu'il représente donc une conquête potentielle. Plus tard, Monty débarque donc au cottage pour obtenir la récompense prévue et, face au refus du narrateur, se met en tête de le violer. I mean to have you, even if it must be burglary. Il faudra que le narrateur mente à son tour en expliquant que c'est Wisnell qui est en réalité dans le placard pour mettre fin aux ardeurs de Monty. Dire que cette séquence a mal vieilli est un doux euphémisme. Je veux bien croire qu'elle soit inspirée par les souvenirs de Robinson, qui fut apparemment la cible non consentante des attentions de Franco Zeffirelli lors du tournage de Roméo et Juliette. Mais bon, là c'est juste pas possible à tous les niveaux. Surtout que juste après, le film redonne une forme de dignité au personnage de Monty, lorsque celui-ci évoque dans une lettre la tristesse de son existence dans une société bourgeoise homophobe. I do sincerely hope that you will find the happiness which, alas, has always been denied to me. Car oui, malgré son postulat de départ relativement simple et quelques séquences toutes pétées, Wisnell and I parvient à aborder des sujets extrêmement sérieux. Même si cela n'excuse en rien la lamentable séquence qui précède, la lettre de Monty et la réaction du narrateur parviennent à être touchantes. Poor old bastard. De la même façon, la différence de classe entre Wisnell et le narrateur est un véritable enjeu du film. Là, Wisnell peut compter sur la fortune familiale pour maintenir ses excès sans avoir à travailler. Look here, my cousin's a QC. Le narrateur est d'origine plus modeste, et il sait qu'il lui faudra tôt ou tard rentrer dans le rang pour trouver du travail, même en tant qu'acteur. La séparation des deux personnages à la fin du film laisse ainsi un goût amer. D'une part parce que le narrateur qui vient d'obtenir un rôle sait qu'une période de sa vie est en train de s'achever. D'autre part parce que Wisnell, lui, sera incapable de mettre fin à des excès qui le mèneront très vite à sa perte.
Comme le faisait remarquer le film critique dans un article approuvé par Edgar Wright lui-même, une bonne partie du propos de Wisnell and I sur la jeunesse, les excès et la nostalgie trouve un écho dans The World's End, où à bien des égards, le personnage de Gary King apparaît comme un prolongement de celui de Wisnell. All that promise and fucking optimism, that feeling like we could take on the whole universe. It was a big lie. This majestical roof fretted with golden fire. Why it appeareth nothing to me but a foul and pestilent congregation of vapors. Une autre raison à la mélancolie qui parcourt Wisnell and I, c'est que même si le roman à l'origine du projet a été écrit en 1970, le film a été tourné en 1986. À ce moment-là, Bruce Robinson a conscience que ses idéaux de jeunesse ont échoué, que l'utopie contre-culturelle des années 60 a progressivement laissé place au néolibéralisme et au conservatisme de Reagan et Thatcher. Le regard qu'il porte sur la fin des années 60 est alors sans complaisance. Contrairement aux clichés habituels en vigueur, dans Wisnell and I, le Londres de 1969 n'est plus la ville aux couleurs psychédéliques du swinging London. C'est déjà redevenu une capitale grisâtre où, comme le note Danny le dealer, on vend des perruques de hippies au supermarché. The greatest decade in the history of mankind is over. Et le travail du directeur photo Peter Hannan, avec ses couleurs atténuées et son grain d'image, retranscrit parfaitement ce constat d'échec. En cela, Wisnell and I apparaît comme une adaptation officieuse d'un auteur des années 70 auquel vous avez peut-être déjà pensé. Et oui, je ne l'ai pas évoqué jusqu'à présent, mais cette histoire d'un duo de drogués qui se retrouve chez les ploucs à la fin des années 60, ça vous a peut-être fait penser à Las Vegas Parano de Hunter S. Thompson et à son adaptation par Terry Gilliam. Sur pas mal d'aspects, Wisnell and I est aux antipodes de Las Vegas Parano. À la débauche de Las Vegas s'oppose l'austérité de la campagne anglaise. Là où le film de Terry Gilliam déborde d'idées visuelles, celui de Bruce Robinson est visuellement très sobre. Là où les personnages de Terry Gilliam sombrent dans un hédonisme complaisant et bouffon, ceux de Bruce Robinson gardent une dimension tragique. Et c'est un peu pour ça que je ne suis pas loin de considérer Wisnell and I comme une meilleure adaptation de Hunter S. Thompson que le film de Gilliam. La raison à cela, c'est que les écrits de Thompson sont particulièrement difficiles à adapter. En tant que journaliste, Hunter S. Thompson s'est fait connaître au début des années 70 par une série de reportages dans lesquels il semblait plus occupé à prendre des drogues et à décrire leurs effets qu'à documenter l'événement qui était censé l'intéresser. Suite à la publication d'un article intitulé « Le derby du Kentucky est décadent et dépravé », ce style tout particulier de journalisme sera désigné sous le nom de Gonzo et deviendra la marque de fabrique de Thompson. Mais pour le journaliste, la prise de drogue et le récit des excès qui en découlent n'est jamais un simple but en soi. Ce procédé extrêmement subjectif est aussi un moyen de dépasser les apparences des événements auxquels il assiste. Une façon d'altérer sa propre conscience pour avoir un point de vue différent et peut-être plus fondamental sur la situation. Ces écrits imbriquent donc de longues litanies sur les effets des drogues avec des remarques sociales et politiques sur l'évolution de la société américaine. Or, si Terry Gilliam a su retranscrire visuellement les états de conscience altérés décrits par Thompson, en particulier ces moments de paranoïa hystérique, il a largement laissé de côté les considérations d'un auteur qui avait pourtant réalisé dès 1971 à quel point l'utopie hippie avait d'ores et déjà échoué. Ainsi, Terry Gilliam s'autorise à peine une courte scène un peu contemplative sur le sujet et consacre le reste de son film aux pérégrinations droguées de Johnny Depp et Benicio del Toro. All those pathetically eager acid freaks who thought they could buy peace and understanding for $3 a hit. But their loss and failure is ours too. En comparaison, Wisnell and I parvient avec des moyens plus modestes à retrouver l'équilibre thompsonien entre excès en tout genre et propos sociologiques. L'influence de Hunter S. Thompson est par ailleurs assumée par Bruce Robinson, puisque l'affiche du film a été conçue par Ralph Steadman, grand ami de Thompson et illustrateur d'une bonne partie de ses livres et de ses articles. Du coup, c'est pas un hasard si en 2007, Johnny Depp viendra chercher Robinson, qui n'avait pourtant rien écrit ni réalisé depuis plus de 10 ans, pour sauver un autre projet d'adaptation de Hunter Thompson. Plongé en plein développement elle depuis les années 2000, l'adaptation de The Rum Diary sortira finalement en 2011 pour se retrouver malheureusement dans la catégorie des adaptations ratées de Hunter Thompson, aux côtés de Where the Buffalo Roam, film de 1980 dans lequel l'interprétation d'un Bill Murray coaché par l'écrivain lui-même ne parvenait pas à sauver un scénario complètement foiré. I think I better tell my readers right now that I'm no longer responsible for anything that I write from this point on. Plus globalement, Wisnell and I apparaît comme une exception dans la carrière de Bruce Robinson. Après le succès modeste de son premier film, il écrit et tourne How to Get Ahead in Advertising, une comédie beaucoup plus déjantée et politique, toujours avec Richard E. Grant. Mais la comparaison avec Wisnell and I se fait au détriment de ce nouveau film qui ne rencontre pas le succès espéré. Robinson part ensuite à Hollywood où il réalise Jennifer Hate, un film de serial killer dont le remontage par le studio le dégoûte durablement de son expérience américaine.
Il écrira également d'autres scénarios qui seront tous retravaillés par les réalisateurs ou les producteurs, ce qui poussera Robinson à se désintéresser progressivement du cinéma jusqu'à The Rum Diary. Au final, Wisnell and I reste un objet extrêmement singulier. Un film typiquement britannique, influencé par un auteur typiquement américain. Une stoner comédie douce, amère et mélancolique. Une superposition de subtilité émotionnelle et d'humour homophobe bas du front. Une œuvre extrêmement autobiographique et personnelle qui retranscrit les changements sociaux et la fin d'une époque. Tout ça pour dire que malgré ses défauts, je ne saurais que vous conseiller d'y jeter un œil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, pouce bleu, commentaire, partage, et même pourquoi pas un petit coucou sur Tipeee. Et d'ailleurs, on en profite pour remercier chaleureusement tous ceux qui nous soutiennent. A bientôt! I can't